Quel est le meilleur ETF, le meilleur marché sur lequel investir sur les 10 prochaines années? Comme vous le savez, on a de temps en temps des décennies perdues. Ces décennies perdues, elles sont essentiellement sur les indices boursiers, les gros indices boursiers, que ce soit Dow Jones, S&P, CAC 40 et compagnie. On va parler de décennies perdues. Mais essentiellement, on regarde les marchés américains. Aujourd'hui, c'est 70% de la capitalisation boursière mondiale, donc on continue de regarder les marchés américains. Juste, il faut se rappeler que même quand on est sur les plus hauts, que tout le monde est euphorique, que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, il peut y avoir des décennies qu'on appelle perdues parce que c'est des décennies où le marché boursier ne va nulle part. On fait l'amalgame de penser que parce que l'indice boursier va nulle part, le marché boursier va nulle part. Or, c'est une erreur. Ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, on a eu des mouvements haussiers très forts qui ont permis de concentrer les indices boursiers dans un certain secteur d'activité, dans certaines valeurs qui représentent des pondérations à plus de 25-30% l'indice. Et donc, ces valeurs-là, lorsqu'elles se mettent à consolider, à corriger, emportent l'indice avec elles. Et le reste des valeurs, même si elles performent, elles ont besoin de beaucoup de temps de surperformance de ces grosses concentrations de valeurs-là pour être de plus en plus concentrées dans l'indice et les grosses valeurs qui ont fait le cycle d'avant être de moins en moins concentrées et obtenir un indice qui est plus pondéré et qui va petit à petit donc donner plus de poids à ce qui fonctionne. La problématique, c'est que ça prend du temps. Il faut regarder dans votre ETF à chaque fois combien de temps il est repondéré. Et quand vous avez un cycle qui a été aussi puissant, long qu'on a eu, il faut donc bien prendre en considération que ça prend plus de temps pour que l'indice puisse à nouveau repondérer les valeurs qui performent mieux à des niveaux de pondération qui vont permettre à l'indice de prendre une partie de cette performance-là. Donc, pendant ce temps-là, ça peut durer des années et ça peut être une décennie perdue. Sans compter que la décennie perdue peut être perdue pour tout le monde. Essentiellement, dans les indices boursiers, vous avez les plus grosses capitalisations boursières. Mais vous allez retrouver de la tech, de l'énergie, de l'automobile, des valeurs donc plus cycliques, des industriels, des matériaux de base, etc., de l'immobilier et compagnie. Si vous ressortez, en fait, vous allez voir, si je prends l'exemple des années 70, à partir de 75 à 80, ce sont essentiellement les petites capitalisations qui ont été multipliées par 5 en 5 ans. Donc essentiellement, même si vous aviez une décennie perdue quelque part sur les indices boursiers et les grosses capitalisations, vous aviez néanmoins les matières premières et les petites capitalisations qui performaient très bien à l'époque. Donc c'est une question aussi de ne pas se leurrer et de ne pas se laisser piéger juste en regardant les grands indices boursiers. Et de bien comprendre qu'à un moment donné, vous avez un changement de cycle et certaines valeurs et certains secteurs d'activité vont moins bien performer que d'autres. Et si votre indice est surpondéré sur ces valeurs-là, ben forcément, pendant un laps de temps, il va sous-performer le reste, le temps qu'ils réussissent à repondérer, à rebalancer et à repondérer les capitalisations. Mais aujourd'hui, vous avez un gap, un delta qui est tellement énorme entre les grosses capitalisations qui ont été surpondérées pendant 10 ans et ces moins grosses capitalisations et encore plus les petites capitalisations qui ont été complètement laissées de côté et qui ont donc des toutes petites valorisations. Il faudrait en fait que ces actions-là soient multipliées par 10, 20, 30 pour qu'elles soient pondérées à des niveaux dans les indices qui permettent à l'indice, si vous voulez, de profiter de leur hausse. Donc on voit bien en fait que comme on a tiré le truc jusqu'au bout, ça peut encore durer bien entendu, mais comme on a tiré le truc sur le bout, la question de se dire, moi de toute façon je m'en fous, je laisse l'indice se rebalancer entre lui pour me redonner la performance de ce qui marchera, ben, ça peut mettre des années potentiellement. Et pendant ce laps de temps-là, donc, on peut très bien, sous-performer. Alors après, si on est sur des horizons de temps lents, qu'on ne va pas se prendre la tête, pourquoi pas? Mais l'idée, elle est là. De bien comprendre que des décennies perdues, ça arrive quand même assez fréquemment. Vous voyez qu'en règle générale, on a à peu près des cycles de 10-15 ans de hausse et ensuite on a des cycles de 5 à 10 ans de stagnation. Ça fait du zigzag, mais l'indice ne va nulle part. Et si on regarde dans l'histoire plus récente, bon, on se souvient de 2000 à 2010, en gros, on a connu la bulle des subprimes plus la bulle des dot-com. Et en gros, sur 10 ans, le marché a trop rien fait. Beaucoup de volatilité, beaucoup de choses intéressantes néanmoins, mais pour quelqu'un qui serait resté assis sur l'indice, pas grand-chose. Puis, pendant ce temps-là, vous devez comprendre aussi que l'inflation vous bouffe. Donc vous devez intégrer l'inflation.
Et puis on a connu donc un marché boursier haussier maintenant depuis plus de 15 ans, en ligne droite. Sur les dernières années, une surconcentration dans les valeurs tech, et on continue. Jusqu'à quand? On n'en sait rien. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut arrêter de se biaiser. Il y aura un retour à la moyenne. Et ce retour à la moyenne, éventuellement, ça sera une période de zigzag pendant X années où on aura l'impression que l'indice va nulle part. Mais ça ne veut pas dire que globalement, il n'y aura rien d'intéressant sur les marchés boursiers et qu'il faut les déserter. Ça veut juste dire que l'action, la surperformance se passera ailleurs. Et si on regarde et si on veut rester sur les grosses capitalisations, on a ce graphique aussi qui nous démontre, si vous voulez, que si on retire les 7 plus grosses capitalisations boursières du S&P, on va se retrouver avec 493 actions qui sont quasiment à des valorisations bien plus basses donc, que les 7 plus grosses. Quelque part, ce sont des actions qui ont agi en tant que boulet pour le S&P lorsque les 7 grands performaient bien, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui sont allées chercher des ETF qualité, des ETF grosses tech et des ETF momentum, parce qu'ils voulaient avoir une plus grosse pondération dans ces valeurs-là pour surperformer le marché. À partir d'un moment, évidemment, vous avez le retour de bâton. Et donc on se dit, bon ben moi en fait, je vais prendre que le S&P dans le sens général, parce que j'ai une rotation qui se met en place, mais j'ai toujours mes 7 grosses valeurs qui performent très bien. Donc en gros, j'arrive à compenser et je vais refléter l'ensemble du marché, mais comme maintenant j'ai une surperformance de mes 493 autres valeurs par rapport à mes 7, voilà, j'arrive à être bien pondéré. Puis il y a un moment donné où les 7 ne performeront plus du tout, voire même corrigeront, et donc à ce moment-là, je veux mettre plus de poids sur mes 493 autres sociétés du S&P, mais comme pendant 15 ans, et plus particulièrement ces 5 dernières années, elles ont été vraiment atrophiées, ça serait trop long, si vous voulez, d'attendre qu'elles performent, et il leur faudrait une performance qui est bien trop grande pour commencer, si vous voulez, à pouvoir compenser la baisse des GAFAM. Donc du coup, je me dis, il faut que je parte éventuellement sur un ETF qui est plus pondéré, diversifié, et donc les equal weight. Un equal weight, ça veut dire que je vais prendre le S&P 500 sur les 500 entreprises, mais au lieu d'avoir du Nvidia à 8-9%, du Nasdaq par exemple, je crois qu'ils sont à 5 ou 6, avec Apple à 5 ou 6 du S&P, je vais me retrouver avec toutes les actions qui sont à 0,2%, que ce soit Apple, que ce soit Powell machin, euh, tout à 0,2%. Donc tout est lissé. C'est-à-dire que si j'ai Nvidia qui prend encore 400%, ben pas de bol, je n'en profiterai pas parce que la ligne ne fait que 0,2%. Mais si j'ai mes 7 GAFAM qui se prennent un tir et qui peut-être prennent du moins 30%, parce qu'on sait bien que Trump aussi, il peut jouer là-dessus, mais que j'ai le reste de mes autres valeurs où j'ai une rotation, donc je reviens sur les bancaires, je reviens chercher un petit peu plus de solidité sur les valeurs industrielles, les métaux de base, l'énergie, ben ces valeurs-là, même si elles sont pondérées à 0,2%, en fait, comme elles sont dans un ensemble, et comme il y a plus de valeurs, statistiquement, je vais réussir à compenser la baisse de mes GAFAM. Donc en gros, le equal weight, quelque part, ça va me permettre d'être moins concentré dans mon portefeuille, et finalement d'amortir un petit peu plus le choc de la volatilité. Si je veux aller chercher justement par contre de la surperformance et donc être un petit peu plus actif, je ne vais pas aller chercher un equal weight, je vais aller chercher ce qui fait la force de l'equal weight dans éventuellement une décennie perdue, c'est les secteurs d'activité plus cycliques, plus défensifs, dans l'idée donc, et qui vont donner un rendement. Donc je vais aller chercher un tracker capitalisant sur des sociétés de l'énergie, des cycliques dividendes, value et compagnie. Et donc je peux essayer de tirer là-dessus parce que pour tout de suite avoir une surconcentration, une surpondération sur ces valeurs-là. Si je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, je vais partir sur de l'equal weight. C'est pour moi peut-être là, si j'ai peur demain d'une décennie perdue, c'est peut-être le meilleur choix à faire. Donc on va en trouver plein et vous en avez même sur votre PEA. Donc ça, voilà, c'est pour moi l'idée première qu'il faut prendre en compte. Il faut également intégrer que ce qui va être très intéressant, c'est que les valeurs qualité et les valeurs momentum, c'est bien d'avoir toujours des trackers là-dessus, mais il va falloir jouer le timing parce que les valeurs momentum et qualité des prochaines années sont peut-être pas les mêmes qu'il y a actuellement dans les trackers et dans ces ETF spécifiques. Donc, si je veux pouvoir en profiter, il faut que ces nouvelles valeurs soient surpondérées. Malheureusement, aujourd'hui,
Donc je suis obligé de faire des choix contrariants pour suppondérer ces valeurs-là et ces secteurs d'activité. Si je vais chercher du momentum et de qualité, voire même de l'indice S&P, comme dit précédemment, le portefeuille ne tournera certainement pas assez vite et on loupera les premiers mois ou les premières années de surperformance de ces valeurs-là parce qu'elles sont trop sous-pondérées encore dans ces indices. Donc j'ai besoin, si vous voulez, de vérifier toujours les trackers. Quand est-ce qu'ils repondèrent? Est-ce que c'est tous les 3 jours? Est-ce que c'est tous les 6 mois? Ça, c'est aussi important. Quand est-ce que votre ETF va repondérer les valeurs en son sein? Parce que j'ai besoin quand même que ça évolue assez vite si je veux pouvoir profiter d'une rotation éventuelle. La rotation, elle est déjà là, bien entendu, mais ce qu'on parle, c'est vraiment d'avoir une rotation qui fait consensus et qui devient le nouveau thème. C'est-à-dire que les nouvelles actions qualité et les nouvelles actions momentum deviennent les actions de cette rotation, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. Donc petit à petit, voilà, j'ai besoin d'attendre que ces nouvelles actions gagnent en capitalisation boursière pour remonter plus haut dans les ETF. Problématique, c'est que comme on vient 5 ou 6 ans où on a concentré comme des bourrés, toutes les valeurs tech et compagnie, bah, ça sera très difficile de les déloger. Ce qui fait que vous pouvez sous-performer le marché pendant très longtemps si ces valeurs-là, en effet, sous-performent parce qu'elles sont surpondérées et ça mettra beaucoup de temps pour qu'elles soient à nouveau sous-pondérées par rapport à d'autres surpondérées pour vous donner la performance de ces valeurs-là à la place. Donc finalement, on voit bien qu'on est à un moment pivot où l'equal weight peut avoir du sens pour attendre justement de voir rotation ou pas rotation. Et plus la rotation fait consensus, plus on peut essayer d'aller surpondérer des valeurs plus value cycliques dans des trackers spécifiques, des trackers small cap également spécifiques, avant de revenir sur des trackers ETF qualité et momentum qui auront eu le temps à ce moment-là de nettoyer un petit peu et de changer un petit peu les valeurs qui sont surpondérées là-dedans. Et là, à nouveau, on pourra jouer ces ETF-là, qualité et momentum, avec un petit peu le nouveau panier de valeurs à la mode que le marché décidera dans le prochain cycle. Donc ça, évidemment, voilà, c'est la réflexion qu'il faut avoir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais c'est comme ça que je le jouerai, en plusieurs étapes et donc plusieurs ETF. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est vous votre choix, et je vous propose également cette autre vidéo à regarder maintenant pour aller un petit peu plus loin, et je vous retrouve pour la prochaine. Salut les graphes.